Bon, j'espère que tu es bien réveillé en tout cas, Nolwenn. Est-ce que tu as Ça ton pourrait café? être mieux, mais ça va le faire. Progressivement, vous allez voir mon visage qui va sourire. Le petit Ok. déj freelance à gauche et puis en bas le titre du sujet. Yes. C'est quand même plus pratique d'avoir le titre du sujet. Ouais, au cas où on oublie. Ok, on oublie, voilà, c'est ça. Les gens Et- oublient pourquoi ils sont venus. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, un nouveau petit déj freelance qui est donc notre troisième émission de l'année. Exactement. Et puis avec nous également notre invité, comme le veut la tradition dans le petit déj freelance, Nolwenn Nasri. Salut Nolwenn. Salut à tous. Donc toi aussi tu as ton café, je crois que c'est ce qu'a vérifié Lucie. J'ai de l'eau, voilà. La son vert en tout cas, la son J'ai vert. de quoi m'alimenter au cas où, donc tout va bien. Mais c'est top, et merci en tout cas de nous rejoindre aujourd'hui. C'est Nolwenn qui va nous parler de ce réseau-là. On va commencer par un peu explorer ton parcours, ton expérience, ton métier. Et après, tu pourras nous partager ton expérience sur justement ce réseau. Comment toi tu le vois et quels conseils tu pourrais donner à des freelances. Yes, ça marche. Déjà, merci pour l'invitation, je leur dis, parce que je suis très contente de pouvoir parler de ce sujet. J'ai déjà été interviewée par le passé sur d'autres sujets que le réseau. C'est la première fois que je vais vraiment parler de ce sujet de comment constituer un réseau et en quoi c'est important. Donc, je suis très, très contente de pouvoir en parler. Et du coup, pour me présenter un petit peu, je m'appelle Nolwenn. A priori, on va du plus facile au plus compliqué. J'habite à côté de Vannes. Ça fait 6 ans et demi que je suis freelance. Je suis UX UI freelance. Je ne sais pas si c'est un terme qui parle à tout le monde, mais voilà. En gros, j'aide les PME, les startups. Essentiellement, j'ai fait un peu des grands groupes aussi dans la création et la refonte de leur plateforme. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qui va toucher à l'ergonomie, à l'aspect visuel aussi. Je fais un peu d'identité, du branding. Je fais un peu de tout. Et donc ça, je fais ça depuis 6 ans et demi. Et en parallèle, là, je suis en train de lancer une formation à destination justement des UX designers qui veulent se mettre en freelance et cartonner. J'insiste sur le et cartonner parce que c'est bien de vouloir être freelance, mais il y a aussi cette idée de réussir. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je fais aujourd'hui. Et je suis maman aussi, ça compte beaucoup. Je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Voilà. Félicitations. Oui. Et du coup, si on reprend un peu au début de ta carrière, pourquoi tu es devenue freelance? Quels sont les éléments qui ont fait que tu as voulu te lancer dans cette aventure, entre guillemets? Alors, je vais vous dire 2 choses et je vais être hyper transparente sur ce live. Il y a l'envie d'être freelance. J'ai toujours eu envie d'être freelance, je pense, depuis pas petite, parce que je savais pas que ce mot existait, mais en tout cas, ce désir d'indépendance, c'était assez fort. Mais on m'avait toujours dit, Nolwenn, passe par la case salariat parce que sécurité de l'emploi, parce que machin, parce que plein de choses. Donc c'est ce que j'ai fait en bonne élève que je suis. J'ai commencé en tant que salariée 6 mois dans une première entreprise. Ça s'est pas très bien passé, enfin un peu de sexisme, un peu plein de choses. Je suis partie parce que je voulais aussi quitter la région parisienne où j'étais à l'époque. Et j'ai fait 6 mois dans une autre agence et là ça s'est très mal passé. Et en gros, pour la faire courte, ils m'ont virée la veille de ma confirmation en CDI. Donc j'étais en période d'essai et la veille ils m'ont virée vraiment à 18h un soir. C'était hyper violent. Je ne nommerai évidemment pas cette agence, mais du coup ça a été assez brutal et je les remercie aujourd'hui pour ça. Pourquoi? Parce que se mettre en freelance, même si moi je savais que je voulais faire ça, je sais pas quand est-ce que j'aurais osé sauter le pas entre vouloir et pouvoir, et enfin voilà, il y a souvent un gap. Donc en fait je me suis un petit peu mise en freelance, j'allais dire pas par hasard, parce que tôt ou tard je suis quasiment sûre que je l'aurais fait, mais on m'a un peu forcé la main à travers cette expérience-là. Et en fait, tout simplement, comment j'ai démarré, et donc là, ça rejoint le réseau, mais moi, j'étais assez... Franchement, ça a été dur pour moi, ce moment-là. Et en fait, je me suis dit, je vais faire un petit break d'une semaine. Je vais partir en vacances en Italie. Et j'avais fait un stage à Milan pendant mon cursus scolaire et je me suis dit j'allais leur faire un coucou juste parce que voilà, j'avais noué des liens sympas et je suis allée les voir et ils m'ont dit Nolwenn, qu'est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu veux faire? Et j'ai dit je sais pas, je pense que je vais me mettre en freelance, voilà. Et ils m'ont dit écoute, c'est super, nous on cherche quelqu'un
On cherche une freelance sur Paris, en France, pour un projet, pour AXA, une grosse boîte, pour refaire le site axa.com. Et voilà, on a besoin de quelqu'un qui parle français aussi. Nous, on parle anglais et italien, mais pas français. Est-ce que tu veux te joindre à nous? Et donc, ça a démarré comme ça. Donc, extrême chance, je sais pas, le karma, l'alignement des planètes, on pourrait l'appeler sur plein de trucs. Mais en tout cas, c'est ça qui m'a lancée. Voilà. Donc, mauvaise expérience de base, mais qui s'est transformée en un truc génial après, quoi. Ok. Et tu disais donc que ça fait plus de 6 ans, c'est ça que t'es freelance, 6 ans et demi? Ouais, 6 ans et demi. Et sur ces 6 années et demie, du coup, finalement, tu as fait, je suppose, un grand nombre de missions, ou tu es plutôt resté très longtemps chez des grosses boîtes ou plus petites? Comment t'as fonctionné? Alors, j'ai plutôt fait des petites missions par choix par la suite. C'est-à-dire que j'ai commencé par, du coup, axa.com. Donc là, c'était un long projet, donc grosse boîte, long projet. J'ai démarré en full time avec eux. Alors, j'appelle ça long projet, moi, mais j'ai démarré 4-5 mois avec eux en full time, puis pendant 2 ans sur 1 à 2 jours par semaine. Donc c'était quand même assez gros. Et après, moi, je me suis vraiment posé la question de pour qui j'avais envie de travailler. Et moi, j'aimais bien travailler pour les petites structures parce qu'il y avait cette idée de faire un peu plein de choses en même temps, de pouvoir avoir de l'impact véritablement aussi, parce que et comme AXA, enfin, ça prend plus de temps, c'est tout. Donc c'est autre chose. Donc là, je voulais quelque chose qui se fasse vite. Je me lasse vite aussi. Pas pour rien, je pense que mes expériences de salariat sont un peu, c'est parce que voilà, je me lasse vite et je veux vite changer. Donc je me suis dit, à qui ça s'adapte? Et aux startups qui démarrent, aux PME, qui n'ont pas un gros budget du coup, donc ils peuvent pas faire appel à quelqu'un pendant 1 an, 6 mois. Ça va plus être des missions qui vont être autour de entre 10 et 30 jours, je dirais, de missions. Étalées c'est pas, moi c'est pas des blocs, c'est 2 à 3 jours max par semaine de missions clients. Donc en général, c'est ça. Ce qui te permet de compiler en fait plusieurs clients à la fois potentiellement, puisque tu remplis la semaine. Alors je l'ai fait au début. Après, j'ai eu un autre choix qui était que je prends qu'un client à la fois. Je me book que 3 jours max par semaine. Parce que ça me suffit, parce que j'ai envie de profiter de mon statut de freelance pour faire aussi autre chose, pour m'occuper de ma fille, pour avoir du temps pour moi. Donc maintenant, je prends toujours qu'un client à la fois. C'est juste que ça s'étale dans le temps. Et en fait, j'ai vraiment fixé un objectif de je dois vendre tant de jours par mois et pas plus. Et donc, je dis non maintenant, mais ça m'a mis 5 ans à dire non à des clients. Hein. Donc, ça se fait pas non plus comme ça du jour au lendemain. Du coup, tu avais du mal à refuser des missions, tu t'osais pas ou? Oui, c'est ça. C'est que, moi, je voyais comme Nolwenn, viens, on te donne. Déjà, le projet pouvait être cool. Moi, j'étais vraiment intéressée par ça. Et puis, viens, je te donne 3 000 euros. Et en fait, c'est comme si pour moi, je disais non, je veux pas 3 000 euros. Enfin, c'est difficile de dire non à de l'argent. Enfin, on va pas se mentir, c'est quand même pas évident. On bosse pour soi, en fait. On sait que c'est pour soi qu'on reçoit cet argent. Donc, c'est extrêmement difficile. Mais en fait, quand tu dépasses cette peur de manquer d'argent et que tu t'aperçois qu'au bout de 5 ans, en fait, t'as jamais manqué de clients. Alors, ça se travaille, hein. On parlera aussi du réseau. Pourquoi se charger à fond? C'est un choix, hein. On peut très bien le faire. Moi, juste avant d'avoir ma fille, avant de prendre mon congé mat, je me suis dit, je prends un max de missions pour prendre de l'avance. C'était un choix. Donc là, pour le coup, j'étais pas à 3 jours, j'étais à plus. Et après, j'ai ralenti. Donc, c'est ça qui est génial, quoi, dans ce statut de freelance, quoi. Tu peux modérer comme tu veux. T'es complètement indépendant, tu dépends uniquement de ta mission et de ton client du moment. Et donc, forcément, tu es obligé comme tu l'as dit toi-même, de gérer en fonction des étapes de vie que tu aurais plus tard. Oui. On avait également une question. C'est vrai que tu parlais du statut, tu parlais du démarrage aussi, du fait d'avoir qu'un seul client. Finalement, et tu parlais de l'argent également. Est-ce que administratif, le paiement du client et autres, est-ce que ça a été des sujets de difficulté pour toi au départ? Est-ce que tu as eu des gros challenges quand tu as démarré? Oui, ça a été un sujet. Hein. Alors là, quand on n'a pas dans son entourage des personnes qui font office de modèle, on va dire, où on se dit, on va passer par ces étapes-là. Moi, je me renseignais pas du tout. Hein. Enfin, j'y allais, quoi, juste, je faisais mon truc. Du coup, j'ai eu une grosse étape quelques mois après mon lancement, puisqu'en fait, à l'époque, donc j'ai démarré en auto-entreprise et le seuil, je sais plus de combien il était, mais il était pas aussi élevé qu'aujourd'hui et j'ai dépassé la première année, mais sans le savoir.
j'avais pas calculé. J'avais calculé, mais à la grosse touche. Donc ça, c'est très drôle de faire à la grosse touche. Ne faites pas à la grosse touche parce que des fois, ça peut se jouer un peu. Et en fait, du coup, j'ai été radiée du statut auto-entrepreneur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'URSSAF t'envoie un courrier de chez toi. Voilà, et il te dit bonjour, vous êtes radié du statut auto-entrepreneur, vous êtes désormais une entreprise individuelle et vous êtes redevable de la TVA et vous devez payer donc 40% de charges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant je payais à peu près 5%, j'avais des abattements 5% de charges à 40%. Et donc je devais réguler, vous devez 2500 € à l'URSSAF pour réguler. Enfin, en fait, en gros, c'était un mode c'est quoi cette tempête? J'arrête tout, je me remets en salarié en fait. Il n'y a pas question de. Franchement, c'était vraiment dur. Donc, j'ai pleuré. Je suis passée par toutes les étapes, colère, envie de manifester contre tout ça, c'est pas juste, etc. Et bon, après, tu te calmes et tu dis que tu vas avancer. Et donc, j'ai pris une comptable, le premier truc que j'ai fait, et le meilleur investissement de ma vie. Parce que juste, voilà. Et elle m'a initiée un petit peu à tous ces sujets. Et en fait, je suis très contente d'être en société aujourd'hui, entreprise individuelle. Je vais pas faire un cours de compta là, mais voilà, ça permet de passer beaucoup de choses dans ses charges. Et je découvre un autre monde avec ça, le monde d'investir pour son entreprise, que c'est pas la même chose que d'investir dans ses finances personnelles, comment ça peut être un levier après pour investir ailleurs. Enfin bref, tout un sujet, un monde s'ouvre à toi. Et j'adore ça maintenant. Mais avant, j'aimais pas du tout. Et il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça d'ailleurs. Non, mais c'est clair. Et puis, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Hein, donc, on connaît ça avec, que ce soit avec LBC ou avec le portage salarial, effectivement, les sujets administratifs et l'entrée en freelance, c'est toujours un vrai sujet. Et alors, finalement, donc toi, tu as délégué, tu as appris un peu sur le tas avec justement notamment des lettres de radiation. Mais finalement, par la suite, tu as réussi à devenir un peu plus indépendante. Tu as finalement commencé à trouver tes missions par toi-même. Tu as enchaîné, on va dire, sur ce qui est le plus peut-être kiffant dans l'activité de freelance. Et finalement, est-ce que tu peux nous dire comment tu trouvais tes missions? Et certainement que ça nous servira de transition pour le sujet plus global qui est le networking. Super intéressant parce que donc effectivement, j'ai eu la sécurité avec cette première mission d'AXA.com qui m'a lancée et qui a été un réseau direct. Moi, j'appelle ça le réseau de premier niveau parce que voilà, c'était des personnes que je connaissais personnellement et qui j'avais vécu des expériences, en plus la professionnelle, donc c'est parfait. À la suite de ça, évidemment, il a fallu que je trouve d'autres choses. Ça coïncidait avec le fait que je ne voulais plus bosser pour des grands comptes. Je voulais éviter. Donc, nouvelle cible, start-up, PME, je ne connais pas. Pareil, pas d'entourage pour le coup. Le réseau premier niveau, il n'y en avait pas. J'avais pas de personnes dans ce milieu-là. Et du coup, je me suis tout simplement dit, déjà, je vais m'intéresser à cette cible. Donc, où est-ce qu'elle est? En fait, j'ai eu une démarche un peu marketing sans m'en rendre compte, mais c'était où est-ce qu'elle est? Où est-ce que je peux la trouver? J'ai de la chance parce que ces startups, PME, surtout les startups sont très connectés, ils sont présents sur les réseaux sociaux, etc. J'ai cherché sur Facebook, les groupes Facebook d'entrepreneurs de startups. Et donc, il y a un super groupe qui s'appelle French Startup. Et je me suis dit juste, je vais essayer de connaître un peu leurs besoins. Et comment je peux connaître leurs besoins? En leur disant que je pouvais leur proposer moi-même 1 heure de discussion sur leur sujet, plutôt UX, UI, leurs problèmes. Enfin, je disais pas que c'était pour connaître leurs problématiques, mais juste pour les aider gratuitement. 1 heure de conseils. On parle vraiment de blabla, on parle pas de faire des maquettes, c'est vraiment parler. Et donc, j'en ai fait plein. J'ai enchaîné au début beaucoup parce que ça a beaucoup plu forcément quand on propose quelque chose de gratuit. Et comment ça m'a permis d'avoir mes premiers clients. Donc, je pense que là, les gens vont se dire, oui, je commence à voir où tu veux en venir. Non seulement, donc, les startups que j'ai pu conseiller pendant 1 heure, certains m'ont dit, en fait, je comprends ce que tu proposes de résoudre comme problème chez nous. Donc, go, on y va. On a finalement un budget. Peut-être qu'ils avaient toujours eu un budget, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, ils débloquaient du budget. Et d'autres qui avaient vu mon post et qui ont trouvé la démarche sympa, cool. Je me suis rendue visible, tout simplement. Et ils se sont dit, en fait, timing parfait. Il n'y avait pas beaucoup d'UX UI designers qui postaient aussi sur ce groupe. Et donc, qui m'ont contacté aussi pour l'émission. Donc, pour dire, un post, ça me rapportait un client, quasiment. Ah ouais.
C'est beau. Franchement, c'est C'est et une donc belle stat. bah, franchement, c'est une belle stat et donc c'était des missions comme je dis, donc c'était pas les grosses missions, c'était, c'était autour de 10 jours quand même. Donc moi, j'ai démarré à 400 de TJM, il me semble, donc c'était déjà pas mal quand même. Donc voilà. Finalement, donc ça correspondait totalement à aussi ce que tu voulais, comme, C'était tout bénef. Et franchement, je m'y attendais pas et comme je disais, je cherchais pas trop je cherchais pas l'info de comment je peux faire pour démarrer, juste j'ai testé un truc en fait, je me suis dit ouais, qu'elle est ma cible, j'y vais et ouais. et j'y vais. Et donc c'est comme ça que vraiment là j'ai démarré et je me suis immiscée dans le petit milieu des startups. Génial. Et du coup, donc, si on parle de notre sujet, du coup, du networking, pour toi, déjà, qu'est-ce que le réseau, en quoi c'est important pour, dans la carrière d'un freelance? Bah, je pense que là, je suis l'exemple parfait que sans réseau, j'aurais pas pu faire grand-chose. Déjà la première mission, ensuite les autres petites missions qui est du réseau plutôt réseaux sociaux. Ouais. Pour moi, c'est le nerf de la guerre. Enfin, en fait, je pense que c'est ce qui détermine en grande partie aussi le succès d'un freelance. Si tu as le réseau, tu as beaucoup de choses. J'ai cherché un truc qui pouvait rimer avec O, mais ça n'a pas marché. Si tu as le réseau, en tout cas, ça peut fonctionner. Parce que les gens te connaissent. Enfin, c'est vrai que ça paraît évident, hein, mais en fait, je pense qu'il faut aussi définir ce que c'est le réseau pour les gens parce que je sais pas si on fait un exercice de visualisation et si les gens ferment les yeux et se disent ok qu'est-ce que j'imagine comme réseau. Moi c'est vrai que quand je pensais réseau j'avais l'impression que c'était le truc l'homme d'affaires qui va faire plein de salons, plein de trucs pour se vendre, pour parler, donc il fallait être hyper au taquet, limite commercial en fait avant tout. Et en fait, je pense qu'il y a une autre définition au réseau aussi. Il y a plusieurs couches. La couche de l'oignon, quoi. C'est-à-dire première tranche, premier cercle, c'est ceux qu'on connaît. Et rien que ça déjà, franchement, je pense qu'on peut déjà aller loin. Et la famille, les amis, c'est ça que tu appelles ouais, famille, réseau, première expérience professionnelle qu'on a pu avoir. Ouais. Donc et on en a forcément, je veux dire, même si vous avez 20 ans, vous êtes encore étudiant, je suis sûre que vous avez déjà des petites expériences en stage ou même des petits boulots que vous avez faits dans des boîtes qui n'avaient rien à voir, hein, même dans la restauration, j'en sais rien. Peu importe, mais c'est déjà un réseau. En fait, on s'en rend vraiment pas compte que ça, c'est déjà très, très bien. C'est rare les gens complètement asociales, en fait, qui n'ont zéro réseau. C'est bon. Ça, c'est autre chose, mais je pense qu'on ne parle pas de ça. Et pour moi, il faut soigner ça, c'est très important. Il y a la compétence pure qu'on a en tant qu'indépendant. Donc moi, c'est le design, mais il y a aussi évidemment tout le truc autour qui fait que comment on se rend visible. Enfin, Bien sûr. Donc, je pense qu'il y a aussi un challenge de entretenir ce réseau, justement, parce que les gens qu'on connaît, il faut aussi, je pense, garder contact, essayer de discuter avec eux, ouais. Un challenge aussi d'entretenir. Oui, après d'entretenir, ouais, ça c'est un sujet, donc c'est évidemment du coup plus facile d'entretenir la première couche dont je parlais parce que t'as pas d'effort à faire entre guillemets. Et après il y a la deuxième partie qui va être effectivement plus réseaux sociaux, de s'ouvrir. Donc là, ouvrir, je pense que ça veut tout dire, c'est s'ouvrir, se rendre visible sur des plateformes ou autres, et aussi oser parler de soi. Donc ça, c'est un autre sujet qui est plus comment se vendre, qui est directement lié au réseau, bien sûr, mais... Bien sûr, ouais. Et justement, si on parle de réseaux sociaux, est-ce que pour toi, le personal branding, ta présence sur les réseaux sociaux, finalement, va être importante? Comment toi, tu gères ta présence sur les réseaux, du coup, finalement? Je pense que le personal branding, chez moi, ça s'est fait progressivement. D'abord, dans la vraie vie, effectivement, quand j'en parlais, je pense que moi-même, il y avait quelque chose que je dégageais qui était différent de quelqu'un d'autre. Donc, je pense que c'est déjà du personal branding. Ensuite, sur les réseaux sociaux, avec les conseils sur le groupe French Startup, où là, forcément, j'affirmais aussi ma posture. Et troisième level, parce que c'est pas le des plus simples non plus, c'est d'être présent effectivement sur LinkedIn. Donc au début, je parlais pas trop de moi, je disais pas trop ce que je faisais. J'étais juste UX UI designer, quoi, la grosse étiquette.
mais pas d'autres choses. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai affirmé un peu qui j'étais, mon positionnement, pour qui je voulais travailler, j'étais assez cash aussi dans la façon de parler, etc. Ça m'a permis d'être plus identifiable. Donc ça, c'est vraiment tout le sujet du personal branding. C'est pas évident, je dis pas, parce que je veux pas qu'on... Je sais qu'il y en a plein qui disent c'est trop bien, mais moi je le ferai jamais, et je peux comprendre, et il y a d'autres solutions, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est un très bon levier. Moi, ça m'a aussi permis d'avoir des meilleurs clients aussi. C'est plus ça. C'est que à partir du moment où j'ai eu pas mal de demandes, je me suis dit qu'est-ce qui fait que je peux avoir des clients que j'adore et vraiment qui pourraient presque devenir des amis. Moi, c'était un peu mon filtre. Je voulais que ce soit presque des amis. Et donc, le fait d'être moi-même et de montrer moi-même, je filtrais des gens qui n'étaient pas du tout comme ça, forcément. Du coup, ça ne donnait pas envie. Enfin, ça donnait pas à ces gens-là envie de me contacter, et ça m'allait très bien. Donc, le personal branding, c'est un super outil pour ça. Et effectivement, pour se rendre visible, pour s'identifier. Mais c'est une évidence, finalement. Je sais pas comment dire, mais on a envie de savoir qui vous êtes quand on est freelance. Et d'ailleurs, je me souviens de ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi, j'interviewe les clients une fois que la mission est terminée, même avant, où est-ce qu'ils m'ont trouvé, pourquoi ils ont fait appel à moi, etc. Et la majorité, c'est parce que j'ai l'impression de déjà te connaître. Donc, il n'y a pas cet effet de qui tu es, oulala, prise de risque, je vais débourser 10 000 euros, je ne sais pas trop qui tu es. Non, il faut bien se dire, les gens, ils payent 10 000 euros pour des startups, c'est déjà beaucoup. Et en fait, ils ont l'impression de déjà me connaître. Et ça, c'est l'avantage d'être présente sur les réseaux sociaux, de montrer son travail, de montrer qu'est-ce qu'on fait, de dire qui on est, de parler de plein de sujets. En fait, voilà, ils sont plus rassurés, plus confiants. Donc, il y a ça qui a joué dans le fait qu'ils fassent appel à moi. Et après, il y avait aussi la méthodo que je propose, avec cette sensation d'être pris par la main, etc. Et ça, c'est vrai que la méthodo, pareil, je la rends publique à mon réseau, je dis. En fait, c'est être transparent avec son réseau, que ce soit des gens que tu connais. Oser. Ouais. Il faut oser, il faut... Et est-ce que tu as eu... est-ce que tu as eu l'impression... tu disais justement, c'est aussi entretenir son réseau par les réseaux, c'est se montrer visible, c'est se présenter, c'est se démarquer finalement un peu de ce qui se fait. Est-ce que tu as eu le sentiment à un moment donné, peut-être de trop rentrer dans ce jeu-là, de te dire, en fait, il faut que je poste sur LinkedIn toutes les semaines, faut absolument que je remette à jour mon CV vraiment non-stop, faut que j'appelle mes clients toutes les semaines. Comment est-ce que finalement cette étape-là est obligatoire, et comment toi tu l'as gérée de présence? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Oui, tout le temps. Il y a souvent la culpabilité de me dire j'en fais pas assez, je pourrais faire plus. Regarde, là, il y en a qui postent tous les jours, ils sont super forts. Moi, je dis ça va pas. Et en fait, à chaque fois, je me remets dans le terrain, dans le concret, c'est-à-dire, ok, attends, rappelle-toi, tu as fait combien de chiffres d'affaires déjà cette année, l'année dernière, le mois dernier? Ok, ça fonctionne en fait, ça marche ce que tu fais. Pourquoi tu veux plus? À quoi ça te sert? Donc, c'est toujours de ralentir et de se redire, ok, pourquoi tu veux toujours suivre les autres et aller vite. Donc, je continue à me dire qu'il faut des fois que je poste, etc. Je me freine moi-même en me disant, t'as pas besoin non plus de faire trop. C'est une question d'objectif. Moi, en fait, le seul objectif qui compte aujourd'hui pour moi, c'est il faut que j'atteigne mon objectif de chiffre d'affaires le mois. Et en fait, c'est vraiment très quantifiable et mesurable, c'est l'argent. Mais en fait, c'est quand on est freelance, c'est le nerf de la guerre quand on est professionnel de toute façon aussi. Donc, c'est celui-ci. Et maintenant, je me raccroche toujours à ça. Et je me dis, si j'ai la sensation que je fais pas assez, est-ce que c'est fondé, ce que je dis? Ou c'est juste une croyance que je me dis, oui, c'est parce que oui, t'as toujours l'impression que les gens ils font plein de choses et c'est merveilleux. Et moi on me le dit souvent, Noël, tout ce que tu fais c'est incroyable, etc. Et peut-être, mais il y en a d'autres qui font encore plus. On peut toujours se comparer, c'est infini. Et le seul truc, c'est est-ce que vous atteignez vos objectifs de chiffre d'affaires, c'est tout. Voilà. Et comme tu dis, c'est le nerf de la guerre, c'est le seul point. Alors quelque part, il y a aussi beaucoup de sujets autour de l'évolution. On a parlé des formations lors de notre dernier live. Est-ce que justement, toi, tu ressens encore le besoin, ça fait maintenant plus de 6 ans que tu es freelance, de par aussi ton réseau,
est-ce que ce réseau-là est justement plus demandeur d'une OM peut-être encore plus qualifiée qu'avant, qui connaît encore plus d'outils, qui a une méthode encore plus efficace? Est-ce que tu ressens ce besoin-là de toujours évoluer dans ton métier? Est-ce que ton réseau aussi te fait ressentir ce besoin-là? Alors, je dirais que le réseau, pas spécifiquement. C'est ça qui est pas évident quand on est freelance d'évoluer d'ailleurs aussi, parce qu'en fait, on t'appelle pour ta compétence que tu as. Contrairement à un salarié, on va peut-être miser plus sur lui en se disant, il va évoluer dans la société, enfin dans l'entreprise, etc. Là, on t'appelle pour cette compétence. Donc, en fait, si toi-même, tu dis pas que tu peux faire d'autres choses, ils t'appelleront pas pour d'autres choses. Donc, difficile de savoir si, du coup, il fallait que tu développes ça pour qu'ils t'appellent pour ça, ou si c'est juste, c'est un peu plus du feeling, comment tu le sens. Là, c'est vrai, c'est là où la comparaison peut être importante, pour voir un peu ce que les autres designers font, par exemple. Est-ce que je suis alignée par rapport à ça? Enfin, dans mon cas, c'est plus ça. Donc, c'est pas tant ça, c'est plus dans l'envie soi-même d'évoluer aussi. Là, ça fait 6 ans et demi, effectivement, moi, que je suis UX UI. Et récemment, j'ai eu l'envie d'évoluer, donc vers du product management, terme que je ne connaissais d'ailleurs pas, effectivement, avant que l'entreprise en question me dise « on cherche au départ à embaucher un product manager ». Je me suis renseignée sur ce métier, je me suis dit « en fait, ça peut être hyper intéressant ». Et donc, j'ai proposé, en fait, j'ai voulu évoluer, j'ai voulu changer. Je me suis dit « tiens, c'est juste une casquette de plus pour moi ». C'est déjà ce que je fais, en fait. Je me suis aperçue que c'était déjà ce que je faisais avec mes clients. Et donc, j'ai proposé, du coup, plutôt du freelancing et plutôt 3 jours par semaine. Et sur des missions longues. Donc, je me contredis par rapport à ce que j'ai dit au début, mais là, c'est une mission longue. Et en fait, c'est génial. C'est juste que tu peux changer, la preuve, j'en suis la preuve. Tu peux changer. Et donc là, c'est parfait pour moi pour cette évolution, effectivement, parce que je pense que évolution rime aussi avec un peu du temps, aussi de prise en main de cette nouvelle compétence, on va dire. Enfin, évoluer, c'est aussi ça, c'est prendre le temps d'apprendre et d'expérimenter le terrain. Donc c'est très bien pour moi, en fait. Et c'est top. Donc voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, mais. Si, carrément. Tu parlais effectivement de l'aspect formation, développement et après, ça reste que propre à tes envies et propre au marché aussi, ce que tu peux trouver comme mission. Et ce qui te fait, je pense que ce qui te fait évoluer, c'est l'expérience de toute façon. C'est combien de missions tu vas réaliser et qu'est-ce que tu vas y faire également. Et alors, on parlait beaucoup également des outils de communication. On parlait des réseaux. Toi, dans ton cas, c'est d'abord l'aide aux startups finalement qui a un peu initié ta démarche. Est-ce que tu penses quand même, on voit de plus en plus aujourd'hui d'influenceurs, tu vois, de personnes qui vraiment sont hyper présentes pour le coup sur les réseaux. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la communication, c'est vraiment la clé pour développer son réseau? Ou est-ce que tu penses que justement, on peut encore faire du gré à gré, on va dire, avec ses clients? Oui et non. Alors, pareil, réponse de Normand. En fait, c'est important, oui, si on veut. Je pense pour moi, si on a déjà la personnalité pour et qu'on veut travailler ça, si on veut pas, c'est pas la peine parce que ça va se voir et donc ça va pas marcher, ça va même peut-être faire l'inverse. Donc, si on a envie un peu, ça mériterait effectivement de pousser le réseau et d'être vraiment très visible sur LinkedIn et autres. Notamment pour cette deuxième partie pour moi d'une carrière de freelance qui est je veux filtrer, je veux aller vers du plus qualitatif pour moi. Donc ça, je pense que oui, si on veut augmenter la demande entrante en fait, mais on peut très bien marcher sans aussi. Et d'ailleurs, moi, il y a quelques temps, j'ai fait, je me dis pourquoi je l'ai pas fait avant, mais j'ai analysé les 2 dernières années d'où venaient mes clients. Et en fait, je pensais que LinkedIn allait sortir grand gagnant, pas du tout. En fait, c'était un peu 25%, 25%, 25%, 25%. Donc en fait, 25% LinkedIn, 25% BPI. Alors ça, j'en ai pas parlé. Pourquoi BPI? Parce que je suis référencée en tant qu'experte chez eux dans le design. Et ils ont une aide spéciale pour des missions de designer qui s'appelle Diagnostic Design. Et en fait, sans vouloir, j'ai fait un travail de SEO, de référencement sur mon site où j'ai parlé de la BPI, etc. Donc, quand les gens tapaient sur Google en disant aide BPI UX UI design, je tombais en fait. Très malin. Donc BPI et aussi la BPI qui me ramène directement des clients. Donc, pareil réseau. Mais réseau, on pense pas on pense un peu différemment. Autre point, un incubateur. Où je fais
Alors, c'est pas un incubateur, c'est un accélérateur. C'est différent, mais un accélérateur. Donc, du coup, ils ont déjà un petit peu plus de budget. Ils sont dans une levée de fonds. Et du coup, je conseille des startups lunaires aussi. Et donc là, très quali aussi parce que, en fait, la majorité de ceux, enfin, sur 4 sessions, j'avais eu 3 propositions de mission à chaque fois. En fait, c'est en gros les 4 entreprises, j'en ai 3 qui me demandent à chaque fois, du coup, de convertir derrière sur une mission. Donc, c'est intéressant. Donc, pareil, incubateur. En fait, les réseaux physiques sont aussi intéressants. Et c'est du one-to-one. C'est-à-dire, c'est pas besoin de faire des séminaires, enfin, des conférences devant 150 personnes. C'est juste, je veux rassurer aussi les gens là-dessus. Et justement, dans le réseau physique, est-ce que aussi tu participes à des événements physiques aussi, de rassemblements de freelance ou de réseautage aussi? Est-ce que c'est un levier que tu as utilisé aussi pour créer ce réseau? Alors, je l'ai utilisé plutôt sur d'autres sujets qui étaient plus. Moi, en fait, il y a quelque temps, j'avais lancé Freelance Travel où j'organisais des séjours séminaires entre freelance dans des villas. Génial. Ça, je l'ai fait entre 2018 et jusqu'à que j'ai eu ma fille qui a coïncidé avec le Covid, donc 2020. Okay. Mais donc ça, c'était plus pour mon réseau freelance, qui m'a ramené quelques missions aussi. Forcément, entre freelance, on peut aussi se donner des missions. D'ailleurs, ça, c'est aussi autre chose pour développer son réseau. Aller voir, alors, soit des personnes qui sont pareilles dans le même domaine. Est-ce que, moi, je suis full. Enfin, ça m'arrive très souvent, hein, s'il y a des UX designers dans la salle, là, qui me fascinent d'ailleurs, hein, parce que moi, j'ai souvent des demandes et je peux pas y répondre. Et donc, avec plaisir, si je peux recommander quelqu'un. Et aussi, penser à des compétences complémentaires aux vôtres. Par exemple, moi, c'est les développeurs. Je les adore, les développeurs, et c'est top. Et justement, ils ont aussi souvent des besoins en design pour leurs clients, et donc vice-versa. Donc, ça, c'est aussi du réseau freelance. Donc oui, du coup, ça répond un petit peu à la question où j'ai un peu activé ça, pareil, sans le vouloir au début. Donc ça, c'est top. Et après, par contre, pour les événements type networking, vraiment salon ou autre, ça, je suis pas à l'aise avec ça. Okay. Je suis un peu trop introvertie, bizarrement, pour ce genre de choses. Et puis, comme tu dis, à l'ère du post-Covid et de la digitalisation, il y a peut-être un peu moins cet effet de levier au niveau des événements physiques. Tu parlais tout à l'heure, tu disais que qu'on soit jeune, qu'on soit un peu plus âgé, on a déjà une propension parfois à être freelance. Est-ce que, pour toi, le développement du réseau, quand tu es junior, quand tu as 20 ans d'expérience en tant que salarié, quand tu es pré-retraité, finalement, quel que soit ton step, est-ce que tu donnerais les mêmes conseils, on va dire, pour le développement de son réseau, ou est-ce que tu penses qu'il faut un peu adapter son discours et sa manière de faire selon son âge, selon son expérience? Je pense que c'est pas tant l'âge que le fait d'être à l'aise et avoir la confiance de pouvoir parler de soi, de pouvoir aller vers les autres, que ce soit en présentiel ou sur le digital, ou voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est souvent lié à l'âge parce que l'expérience, mais en fait, il y a des personnes de 50 ans qui sont carrément moins à l'aise que des personnes de 20 ans pour parler de soi et pour montrer que voilà, ils connaissent les choses, ils sont experts dans leur domaine, etc. Donc en fait, c'est plus par rapport à ça, c'est-à-dire au niveau de confiance qu'au niveau d'avancement en carrière. Ouais. Et je pense que c'est curseur, effectivement, c'est pas la même façon d'aborder le réseau quand on est hyper à l'aise, ça devient hyper facile de se présenter, de dire ce qu'on fait, d'être synthétique, d'aller chercher l'autre, d'aller lui poser des questions, enfin c'est sûr que c'est pas pareil que quelqu'un qui démarre, qui est pas hyper sûr de ses compétences non plus, qui du coup va peut-être pas employer les bons termes, enfin et là c'est retrouver de la zone de confort aussi dans ces moments-là. Enfin, se mettre en difficulté, c'est cool, mais il faut pouvoir réussir à dégager quelque chose auprès de son réseau, surtout quand c'est un réseau qu'on connaît pas. Et c'est pas forcément simple. Donc faut y aller mollo, quoi. C'est clair. Et justement, qu'est-ce que tu dirais à un freelance qui souhaiterait du coup développer son réseau? Quel serait ton conseil principal, entre guillemets? À quelqu'un qui se met en freelance et qui veut développer son réseau, je pense que je lui dirais qu'il faut prendre le taureau par les cornes, mais étape par étape. Et surtout, se dire c'est quoi mon objectif. En général, c'est d'avoir un premier client. Si on démarre, c'est d'avoir un premier client.
comment je peux avoir ce premier client. Il y a que ça qui doit compter. C'est pas développer son réseau pour développer son réseau. C'est comment je peux choper ce premier client. Donc, couche numéro 1 de l'oignon, mes proches, ceux qui me connaissent déjà, parce que du coup, ça va me demander moins d'efforts, moins d'énergie aussi d'aller convaincre, d'aller se présenter. Ils me connaissent déjà, ils savent ce que je vaux. Donc, c'est aller les voir eux en priorité, même si vous pensez qu'ils ont rien à vous apporter et que c'est sûr que ils sont pas dans le domaine, etc. Ok, mais allez-y quand même, faites-le. C'est vraiment le premier truc. Forcez-vous au moins un petit peu juste à parler de votre projet, à votre envie, enfin votre recherche. Peut-être que eux connaissent quelqu'un et voilà. Après, ça fait des petits comme ça. Et rester focus, c'est-à-dire pas se dire ok, donc faut que je fasse ça, puis aussi que j'ouvre une page LinkedIn et puis que je fasse aussi mon site et puis que j'aille sur Facebook, parce que là du coup c'est se disperser. Et donc, ça peut fonctionner aussi pour certaines personnes, mais je pense qu'après, ça peut faire un peu cet effet de oh, c'est trop grand pour moi. Step by step, focus, première couche de l'oignon, et vous me direz si ça marche. C'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est qu'en fait, le développement du réseau, c'est d'abord être hyper pragmatique. C'est d'abord, comme tu dis, pas réseauter pour réseauter, quoi. C'est vraiment toujours dans le sens de son activité, un peu comme finalement quand tu fais de la prospection dans une entreprise, finalement, t'es focus sur ton objectif. Et non, c'est hyper intéressant. Je pense on oublie souvent, on essaye peut-être de se faire connaître un peu partout. En fait, il faut mobiliser les vies qui sont autour de nous et après être confiant, prendre la confiance aussi, je pense, et pouvoir après développer ce réseau et s'aventurer un peu dans d'autres horizons. Exactement. Et est-ce que le risque, tu disais, on parlait d'entretenir le client également, on parlait d'être très pragmatique. Est-ce que tu as eu des risques, ou tu as des conseils aussi pour ça, face à la mauvaise réputation d'un client? Parce que finalement, on parle d'entretenir le réseau, les gens te connaissent positivement. Est-ce que ça peut arriver que sur un client avec lequel ça se passe mal, finalement, ça puisse avoir d'autres répercussions, et comment gérer ça? Alors moi, j'ai déjà eu 2-3 clients avec qui ça s'était pas bien passé. Pour autant, ça n'a pas été le bad buzz non plus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été sur les réseaux sociaux crier Nasri est une arnaqueuse ou que sais-je. Ça a juste été, souvent c'était, enfin ces deux trois exemples là, c'était parce que soit on s'est pas compris, ça n'a pas matché tout simplement. Comme toute, il y a des relations, des fois ça ne matche pas. Là, ça ne matchait pas, on s'est pas compris. Donc, soit c'est moi qui ai décidé de mettre un terme à la mission parce que je voyais que c'était pas possible, soit l'inverse. En général, on reste dans un cadre professionnel, donc ça c'est clair. Être très pro, on va pas pleurer et s'énerver et dire machin. Enfin, vous pouvez le faire, mais en off du coup pas. Et c'est donc du coup moi, comment je gérais ça, c'était dire que essayer de comprendre déjà quand même, c'est important de savoir, de se remettre en question, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, etc. Essayer de proposer une solution à ce client, donc c'est-à-dire moi ça ne convient pas visiblement, mais je connais d'autres personnes aussi, voilà leur profil, si jamais peut-être que ça pourra le faire avec eux, laisser une solution aussi à ce client. Et après, si c'est vraiment une histoire de ça ne fonctionne pas parce que juste humainement, donc ça m'arrivait au début, mais plus maintenant parce que je filtre, mais des personnes vraiment ça fitait pas du tout, en fait j'aimerais dire tant mieux si on parle à son réseau que je suis nulle, parce que de toute façon je ne veux pas des gens comme lui. Donc en fait c'est très bien. Enfin c'est un peu radical, mais comme de toute façon je ne voulais plus avoir, enfin ça arrivait qu'une fois, hein, là je parle vraiment c'était vraiment pas possible humainement parlant. Bon, de toute façon, c'est pas des clients. C'est pas des clients que j'ai. Donc, tant pis. Voilà. Donc, j'ai pas eu de bad buzz non plus, et je pense que c'est rare. Vraiment, il faudrait vraiment faire quelque chose d'horrible pour en arriver là. Donc, Puis bon, le bad buzz, ça reste du buzz. Je crois que c'est du. Ouais. Après, faut assumer. Alors, oui, parce qu'il y a un tout petit sujet sur LinkedIn. Je suis assez transparente aussi sur pas mal de sujets. J'ai eu des commentaires désagréables de gens, ça c'est l'envers du décor des réseaux sociaux, on commence à en parler beaucoup, de gens qui se permettent de dire, qui donnent leur avis sur tout, quand je dis que je deviens maman et que je cherche des conseils pour devenir entrepreneur, enfin pour essayer de gérer ma boîte, on me dire t'avais qu'à pas faire d'enfant Nolwenn, il y a des promos sur les congélos, on m'avait dit des trucs comme ça assez horribles, donc ça c'est plus personnel, c'est essayer de se protéger de ça, mais là on parle vraiment dans le cas où on est très présent aussi sur les réseaux, quoi. Donc, je pense que c'est un sujet qui intéresse et qui pose des questions. On a une petite question de Okatax. Donc, à partir de combien de temps tu t'es rendu compte que ça ne fonctionnait pas? Donc, que je pense que la relation avec ton client, du coup, n'était pas vraiment ça matchait pas, justement.
Euh, Alors, j'essaie de me replonger dans le truc. Ça a été assez long. Enfin, assez long. D'ailleurs, je dirais peut-être la moitié de la mission. Alors, je sais plus, on était peut-être sur 10 jours de mission. Donc, au bout de à peu près la moitié. Parce que je voulais persévérer. Parce que je me disais, c'est pas possible, on va y arriver, nanana, etc. Oui, non, mais attends, si je communique ça différemment, si je fais une autre piste de présentation. Et en fait, à chaque fois, ça ne marchait pas, à chaque fois. Donc, à un moment donné, c'était de dire stop. Mais c'est hyper dur, hein, franchement. Enfin, il y a aussi des missions, ça s'est pas très bien passé, mais je suis allée jusqu'au bout. Franchement, c'est le début, c'est les débuts. Enfin, tu démarres en freelance, tu dis pas, bah non, merci, non, bah tu vas jusqu'au bout, tu serres un peu les dents, t'es pas très content du résultat, mais c'est pas grave. Bah, après voilà, maintenant, il y a eu vraiment ce truc où, ok, ça fonctionne pas, c'est pas genre au bout de une conversation avec lui, je veux dire, bah non, j'arrête tout. Faut essayer quand même des choses, mais ouais, c'est plutôt la moitié, on va dire, de la mission, quoi. Et puis comme dans tout poste, il y a des choses qui nous plaisent moins. Et après, tu as quand même des livrables à respecter, forcément. Et même si ça s'est pas bien passé, tu peux quand même avoir respecté tes livrables et avoir fait le taf. Effectivement, alors si jamais il y a d'autres questions dans le chat, vraiment n'hésitez pas. Je vois que l'heure tourne. Yes. 9h31. Alors, je vois qu'il y a une autre question. C'est marrant, ça a marqué, hein, la question des mauvais clients. Est-ce que maintenant, tu as le flair pour les mauvais clients? Qu'est-ce qui te met la puce à l'oreille? Alors, attention, peut-être juste une précision. Toi, tu n'as pas dit mauvais client, hein, ici, Nolwenn. Tu as juste précisé que ça ne matchait pas. Oui. Ouais, alors... Ouais, alors en fait, c'est une bonne question. Donc, qu'est-ce qu'un mauvais client? Dans ce cas-là, dans cette question, moi, j'ai déterminé déjà que c'était un client qui ne voulait pas te rémunérer pour le travail, enfin, pas te rémunérer, mais à ta juste valeur. C'est-à-dire, par exemple, comment je flaire ceux qui veulent négocier vraiment, drastiquement, alors que c'est une mission de 5 jours. Quand c'est une mission de 60 jours, ok, pour négocier. Pour 10 jours, bon, c'est autre chose. Donc ça, c'est un sujet. Pour flairer, donc c'est vrai que j'aime pas parler de mauvais clients. C'est plutôt vraiment le client pas mature, par exemple, c'est-à-dire qui sait pas trop ce qu'il veut, qui a pas trop d'idées, qui se dit que bon, ce serait bien de faire ça, etc. Donc ça peut passer beaucoup de temps à déjà savoir ce qu'il veut en amont, etc. Filtrer. Donc c'est plus ça qui met la puce à l'oreille. Et quoi d'autre? Bah après, c'est du feeling. Maintenant, avec l'expérience, je le sais très rapidement. Ça marche pas. Je pense que c'est une manière de fonctionner, une manière de mindset à avoir. Et je pense que tu le ressens. Ouais. Exactement. Les questions s'enchaînent, c'est top. Alors, la question, on prendra ça juste après. Comment est-ce que tu as géré, justement, on parlait d'avis négatifs tout à l'heure, comment est-ce que tu as géré les avis ou critiques négatives sur les réseaux, car ça peut vite décourager? Alors, je suppose que tu n'es peut-être pas dans un milieu où tu reçois des bombes sur Twitter H24, mais effectivement, comment est-ce que tu as géré, toi, quand c'est négatif? Au début, j'ai pas géré. Parce que bizarrement, je recevais des bombes sur Twitter, mais j'ai quand même reçu des trucs parce que en fait sur LinkedIn, je partage aussi ma vie un peu perso, notamment un peu, par exemple, je me souviens d'un post, le seul que j'ai supprimé sur LinkedIn parce que justement je n'encaissais pas, je ne gérais pas. C'est quand j'ai fait la comparaison avec mon conjoint qui était salarié et qui avait que 5 semaines de congés payés par an, et moi qui était freelance et qui avait plus de temps, et du coup je gérais plus ma fille. Enfin, je parlais de beaucoup de choses. Et vraiment, j'ai eu des remarques, mais t'as pas honte, je plains ton mari, que tu penses ça. C'était vraiment très dur. Donc là, j'ai supprimé parce que j'ai pas pu. Juste, j'étais pas OK avec ça. C'était très malsain. Et comment je gère? Maintenant, je me détache de ça. Il y a aussi, j'ai fait un travail avec une coach aussi en leadership. Alors, c'est un grand mot, leadership, mais pour de vrai, ça a vachement bien marché. Donc j'ai travaillé sur moi. Maintenant je supprime aussi. Alors ça fait un peu comment on peut dire radical, et le but des réseaux sociaux normalement c'est que tout le monde s'exprime, mais en fait maintenant je m'en fous. Je bloque ceux qui m'insupportent. Et souvent, enfin c'est pas méchant, mais ça va être Jean-Michel de la compta qui n'a pas du tout rien à voir, qui poste rien sur LinkedIn et qui juste est là dans son historique. Qui commente que tes posts négativement. Donc, je me dis, je m'en fous, en fait. 3e niveau dans les relations. Donc, supprimer, protéger comme ça. Enfin, se dire filtrer, ouais. Filtrer. Mais c'est dur, vraiment. On embrasse bien sûr les Jean-Michel. Hein. C'est pas visé. Bisous, Jean-Mi.
Et justement, par rapport à tes clients fidèles avec qui ça se passe bien, avec qui tu arrives à avoir de bonnes relations, est-ce qu'ils reviennent te voir pour te proposer d'autres missions? Du coup, ça. Est-ce que tu en as beaucoup, surtout? Est-ce que tu as une grande proportion de ces clients fidèles qui, justement, reviennent te voir à chaque fois, ou finalement, ce que je comprends dans la question, est-ce qu'ils t'ont vu une fois et ils n'ont plus trop besoin? C'est plus du one-shot. Parce que j'ai pas. C'est aussi une volonté. J'ai beaucoup cherché sur comment je pourrais faire en sorte qu'ils reviennent. Et du coup, ça m'amenait toujours sur des choses un peu plus rébarbatives, sur et donc, moi, je voulais changer. Donc, c'est plus du one-shot. Ils reviennent pas forcément me voir parce que je les prends à un moment donné de leur existence dans les startups où après, ils lèvent des fonds et ils vont embaucher en interne. Ou voilà, ils veulent changer aussi et c'est OK. Et moi, le seul truc qui compte, c'est effectivement que je puisse me recommander à d'autres. C'est ça qui compte. Et là, ça, pour le coup, ça marche, bouche à oreille. Donc, voilà. Mais sinon, non, j'ai pas de clients récurrents. Dans un premier temps, déjà, merci à toi, Nolwenn. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette quasiment heure qu'on a passée ensemble. Je crois que c'est un de nos plus longs live Twitch qu'on a réalisé. Parler. Non, mais c'est génial. C'était très intéressant, justement. Et beaucoup de questions aussi. Et beaucoup de questions. On peut encore en parler, je pense. Je pense qu'il y a plein de sujets aussi à évoquer avec toi. Donc, faire des épisodes qui vont suivre sur d'autres sujets. Merci à tous, du coup, merci beaucoup. Et on se retrouve vite. Très, très vite. Très vite. Salut à tous.